Bonjour, je m'appelle Olivia Chevalier, je suis docteur en philosophie et professeur en lettres et philosophie à MyPrépa et en sciences humaines au Ponts et Chaussées, ainsi que de philosophie politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors aujourd'hui, on va analyser le sujet de l'ESCP sur le thème de l'amour, qui était le suivant. Pensez-vous, comme l'a dit La Rochefoucauld, ici commence la citation, qu'il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Alors, de prime abord, comme cela n'était pas exigé, certes, mais il était assez éclairant de connaître le contexte de cette citation, un minimum au moins, laquelle est évidemment extraite des Maximes de La Rochefoucauld paru en 1665 et dont le titre complet est Réflexion ou sentence et maxime morale. Alors, en fait, à qui s'adresse La Rochefoucauld ? Si vous n'aviez pas de contexte, c'est pas grave, mais ça pouvait aider. Et ceux qui l'ont eu, évidemment, étaient assez guidés par cette contextualisation. Alors, La Rochefoucauld, on le sait, c'est un moraliste, très bien. Il s'attaque, dans ses maximes et ses réflexions, à la superficialité des fausses vertus dont se targuent, en fait, ses contemporains. Et, pour ce qui nous intéresse, aux faux sentiments exacerbés qui ne sont pour lui, en fait, que la projection de notre égoïsme. Ça, c'est un leitmotiv des Maximes. Donc, La Rochefoucauld vise ainsi, sur le terrain de l'amour, celui qui nous intéresse, le courant précieux, dont Madame de Scudéry, auteur tenant son propre salon littéraire, est une des représentantes les plus connues. Alors, la préciosité est visée par La Rochefoucauld, car c'est une forme d'écriture qui se perd dans les sophistications et les raffinements, qui au fond s'éloignent et se détachent de la réalité. En somme, La Bruyère dénonce un excès de l'imagination et de la sensiblerie. Mais maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est de se pencher sur ce que cette citation peut signifier pour nous aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors tout d'abord, en voyant le sujet, on peut remarquer deux choses. La première, c'est que d'emblée, on peut délimiter l'acception du terme aimer. Ça nous arrange. Être amoureux renvoie évidemment à une forme d'amour, éros, à l'amour charnel et en général sexué, dans le meilleur des cas. Deuxième remarque, la citation va à l'encontre de ce qui nous paraît évident, à savoir que tomber amoureux, être amoureux pour nous est tout à fait naturel. Or, si La Rochefoucauld a raison, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de l'amour pour être amoureux, alors il ne peut s'agir d'un sentiment inné. Alors il faudra aborder ce point, et justement, on verra plus loin. Ça, c'était les deux choses, les deux constats qu'on pouvait faire et qui pouvaient nous aider. Maintenant, quand on regarde le sujet, il reste deux inconnus. Un, il y a des gens. Mais qui sont ces gens ? C'est-à-dire, quelles sont les propriétés qui permettent de définir ou du moins de caractériser ces gens qui ont besoin d'entendre parler d'amour pour être amoureux ? Ça, c'est pas une question très simple, elle paraît même insoluble, parce que des gens, c'est très vague, c'est flou. Mais on verra qu'on pourra, moyennant justement l'approfondissement du sujet, cerner quelques caractéristiques de ces gens, et en fait de pouvoir les identifier. Enfin, pas individuellement, mais on saura de qui ils parlent. Deuxième inconnu, que signifie entendre parler ? Alors, on va décomposer. Tout d'abord, il y a un présupposé, la nécessité du langage. Parce que entendre parler, ça suppose le langage, c'est-à-dire ça suppose des mots pour que naisse et se développe le sentiment amoureux. Bon, en général chez tout le monde, mais chez ces gens-là en particulier. D'ailleurs, la question qui pourrait se poser, c'est peut-on estimer que les autres, ceux qui n'ont pas besoin d'entendre parler d'amour pour être amoureux, n'ont pas besoin du langage ? C'est évidemment pas le cas, mais de toute façon, on n'en aura pas besoin ici, c'est pas le sujet. Il y a une deuxième inconnue qui pouvait peut-être passer inaperçue. C'est que signifie entendre parler ? Parce que finalement, c'est assez flou, mais on croit savoir ce que ça veut dire. En réalité, il y a un véritable enjeu à essayer de préciser les différentes choses que peuvent signifier entendre parler. Entendre parler peut renvoyer à ceux qui en parlent, en général, c'est-à-dire qui en ont l'expérience, qui le vivent ou qui l'ont vécu. Bref, on est renvoyé au discours empirique de l'expérience individuelle. Alors ça peut être des amis,
ou n'importe qui nous en parle, ou je sais pas, quel personnage à la télé qui raconte son histoire d'amour, je sais pas, Vanessa Paradis et Johnny Depp, ça on n'en parlera évidemment pas dans la copie. Mais voilà, alors on est dans l'empirique, hein, en quelque sorte. Enfin, si on approfondit un petit peu, on s'aperçoit que ceux qui en parlent peuvent être ceux qui nous racontent ce sentiment, qui en font le récit. Là, ça devient un peu plus intéressant, évidemment. Bref, il s'agit de ceux qui tiennent un discours sur lui ou qui en font des récits. Alors ici, on va tout de suite voir qu'il y a deux manières de discourir sur l'amour. C'est-à-dire de raconter l'amour, le sentiment amoureux, afin qu'il naisse chez ceux qui en entendent parler et qui ne seraient pas tombés amoureux. Alors, du côté théorique d'abord, de la philosophie, de la psychanalyse, qu'il s'agisse du banquet, de Platon, d'une partie des passions de l'âme, de Descartes, ou encore de Schopenhauer. Bon, lui, peut-être que Schopenhauer ne donne pas envie de tomber amoureux, mais en tous les cas, il en parle. Voilà, du côté de la philosophie, c'est vrai qu'on a un certain nombre de références. Spinoza encore, l'éthique, tout ça était possible. Et évidemment, il y avait une référence importante, assez incontournable, son absence était peut-être pas rédhibitoire, mais enfin elle était importante, c'est l'ouvrage de Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux, écrit en 1977. Ça, c'est le côté de la philosophie. On est dans le côté théorique, philosophie. Et dans le côté théorique, on a aussi la psychanalyse. Évidemment, il fallait pas faire tout un devoir sur la psychanalyse, mais il fallait l'évoquer. C'est-à-dire que pour la psychanalyse, le sujet de l'amour et de l'état amoureux constitue évidemment une très grande partie des publications et des productions de cette discipline, à commencer par le premier, c'est-à-dire par Freud, mais aussi Ferenczi, Abraham, Melanie Klein, puis ensuite Winnicott, hein, on avait la question de l'attachement, et bien d'autres. Alors ici, je ne me référais qu'au texte de Freud, La vie sexuelle, de 1908, ou encore Malaise dans la civilisation, de 1929, où il est abondamment fait allusion à l'amour. Et c'est pas étonnant, puisque évidemment la psychanalyse est fondée sur l'importance de la sexualité pour la vie psychique et pour la constitution de l'individu. Importance qui est évidemment refoulée jusqu'à Freud par la plupart des philosophes, même des médecins et évidemment des gens en général. Donc ce discours sur l'amour est central pour Freud, il est fondateur de la psychanalyse. Mais il semble, parce que ça on a vu un peu le côté théorique, mais il semble que le lien entre être amoureux et en entendre parler concerne davantage les récits qui les évoquent et les décrivent. Pas sûr qu'en lisant le Malaise dans la civilisation ou en lisant, je sais pas moi, Schopenhauer encore une fois, ou Freud, on ait envie de tomber amoureux, ça donne pas envie. Ce qui va donner envie, c'est ce qui va susciter l'enthousiasme, qui va produire des scènes admirables, belles, surprenantes. Et du coup, on se trouve du côté du récit, et donc de l'art et de la littérature. De ce fait, c'est plutôt du côté de l'art, et de la littérature principalement, que nous allons nous tourner pour traiter le sujet. Or, premier point, qu'est-ce qui caractérise ce discours littéraire, ou ces discours littéraires, et plus largement artistiques ? C'est qu'ils mobilisent l'imagination de leurs auteurs pour créer ces fictions. Ça, c'est le premier point. Par ailleurs, on sait que le sentiment amoureux et l'acte d'aimer, qui en est la concrétisation, mêlent les pulsions, les hormones, etc., et leur dépassement, le dépassement des pulsions. Non seulement par l'entremise du langage, mais surtout par celle de l'imagination. Donc, on voit bien que l'imagination, elle est mobilisée des deux côtés, non seulement dans le sentiment amoureux, mais également dans les récits qui décrivent ce sentiment amoureux. Or, là, on a peut-être trouvé quelque chose qui nous intéresse pour résoudre notre premier inconnu, à savoir que ces gens qu'évoque La Rochefoucauld sont peut-être des gens qui manquent d'imagination, cruellement d'imagination, et qui ont besoin de celle des autres pour être amoureux, pour le devenir, ou en tout cas pour avoir envie de le devenir. Ce sont des gens donc, qui entendent parler d'amour au travers de ces récits imaginaires qui décrivent et mettent en scène le sentiment amoureux dans toute sa force, son intensité et ses rebondissements. Donc, ces gens ont besoin de ces fictions, de l'imagination qui leur a donné naissance, afin que ce sentiment naisse en eux.
Donc évidemment, il fallait de centrer de manière très très nette votre travail sur l'imagination. Ici, évidemment, la référence, à condition qu'elle soit bien maîtrisée, à la cristallisation décrite par Stendhal dans De l'amour. C'était ce livre à mi-chemin entre essai philosophique et littérature. Voilà, c'est une référence incontournable. Voilà comment Stendhal définit la cristallisation. J'appelle cristallisation l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Évidemment, il s'agit d'un travail de l'imagination. Pourquoi ? Il compare une femme tout à fait banale à un petit rameau que l'on plonge dans les mines de Salzbourg et qui, au bout de quelques mois, se couvre de cristaux, puisque ce sont des mines de sel. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans la tête d'un homme, et heureusement, mesdames, un peu plus rapidement. Au bout de quelques jours ou quelques semaines, c'est la femme qui devient parée de toutes les qualités, à l'instar du rameau devenu cristallisé. Bon, voilà. Évidemment, là, c'est l'imagination. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme ? Alors, évidemment, Stendhal fait référence à un processus naturel. Il essaye de livrer une explication scientifique de ce qui se passe dans ce processus amoureux. Mais évidemment, l'imagination fait partie de ce processus naturel. Ici, donc dans le cas de cette imagination mobilisée dans la naissance et le développement de ce sentiment, on voit bien que l'imagination permet un arrachement, une transcendance par rapport au réel de l'objet aimé. D'ailleurs, ce qui est intéressant, pour ceux qui le savaient, c'était bien, c'est qu'avant Stendhal, La Rochefoucauld avait parlé en quelque sorte de ce processus, sans que, évidemment, la description soit identique. Dans la Maxime 175, il dit « Notre cœur s'attache successivement à toutes les qualités de la personne que nous aimons. » Alors, il ne dit pas qu'effectivement, elles sont magnifiées, ces qualités. Mais en tous les cas, il voit bien qu'il s'agit d'une absolutisation qui passe par la considération des qualités amplifiées de l'objet. Mais justement, voilà la première difficulté, c'est que ces récits que lisent ceux qui vont enfin être inspirés, ces récits sont fictifs. Et quand bien même ils sont autobiographiques, ils sont toujours singuliers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de portée absolument générale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, l'histoire d'amour du roman en question ne sera jamais mon histoire d'amour, à moi. Même si, évidemment, dans tout bon roman, il y a un processus d'identification qui se met en œuvre. Mais ça ne sera pas mon histoire, à moi. Dès lors, ces gens qui sont amoureux parce qu'ils ont entendu parler d'amour à travers tel ou tel roman, vivent au fond dans le rêve et dans le fantasme d'un autre, lequel va construire imaginairement l'objet qu'ils aiment. C'est pourquoi on pouvait là aussi à nouveau faire référence à La Rochefoucauld lorsqu'il dit « Il n'y a point de passion où l'amour de soi-même règne si puissamment que dans l'amour. » Si le moi est si investi dans l'objet aimé, on voit bien que le récit, que l'histoire d'amour du personnage de tel roman ne sera jamais mon histoire à moi. Parce qu'il y a toujours une projection de soi-même dans cette histoire. Si, quand on parle d'amour, on parle toujours un peu de soi, ceux qui entendent parler de l'amour et qui deviennent amoureux, évidemment, risquent de ne pas tomber sur l'objet auquel ils s'attendaient. Ce qui veut dire, et c'est le nouveau résultat qu'on peut obtenir ici, c'est que ces gens dont parle La Rochefoucauld vivent en quelque sorte l'amour et tombent amoureux par procuration, si l'expression est tenable. Là, vous savez ce que je vais dire, c'est que, encore une fois, à condition de bien la maîtriser, c'est évidemment de Madame Bovary, de Flaubert, qu'il faut se référer. C'est incontournable. Alors, elle n'est pas morte parce qu'elle a lu trop de romans, c'est un peu plus compliqué, évidemment. L'excès de son identification au personnage féminin qu'elle rencontre dans les romans conduit Madame Bovary à s'éloigner de la réalité. Or, qu'est-ce que c'est la réalité ? La réalité, c'est Rodolphe. Et Rodolphe est très éloigné du séducteur qu'elle a fantasmé. Pourquoi ? Parce que c'est un être réel qui non seulement a des défauts comme tout le monde, mais surtout a beaucoup de vices. Et c'est évidemment ça qui provoque l'écroulement, n'est-ce pas, face à ce fantasme.
De telle sorte que, voilà, à la suite de cette analyse du sujet, on se trouve face à 3 axes possibles. Tout d'abord, il faudra considérer l'importance du langage, surtout des mots de l'amour. Entendre parler, c'est dire « Oh, ce qu'il est beau, ce qu'il est charmant, je l'aime, je l'aimerai toujours, etc. etc. » Alors, ce n'est pas que ça, évidemment, c'est des récits. Mais ça commence par des mots. En ce sens, le langage, les mots de l'amour élèvent l'âme et portent, certainement, aspirent en tous les cas, à vouloir être amoureux si on ne l'a pas été. Alors, je voulais faire une référence à un comique qui s'appelle Groucho Marx, que vous connaissez peut-être, les Marx Brothers, dans un texte qui s'appelle Mémoire d'un amant lamentable, dans lequel il explique la naissance de l'amour. Et il commence par l'huître, ensuite l'homme préhistorique, et il dit c'est dommage, il l'appelle, je ne sais plus de quel nom, et il dit c'est dommage, ces grognements n'étaient pas encore des mots. Mais c'est en fait ça dont il s'agit. C'est que peut-être que pour qu'une pulsion devienne sentiment, il faut l'élévation que le langage autorise. Bref, il faut des mots pour dire je t'aime. Voilà. Il faut le montrer, certes, mais les mots signifient quelque chose. Donc ça, c'était le premier point important. En entendre parler, c'est entendre les mots de l'amour. Second point, l'importance du vécu aussi, évidemment, de l'expérience de ceux qui ont connu ce sentiment amoureux. Alors si on a de la chance, ça peut être ses parents, c'est pas toujours le cas, des proches. Et en quoi ça nous importait, cette expérience de ceux qui en parlent ? Eh bien, c'est qu'ils nous livraient là une preuve de la réalité du sentiment amoureux. Ça existe. Et pas que dans des romans. Donc là, on avait l'idée que quand même, en entendre parler par des gens qui l'ont vécu, c'est important pour attester de la réalité de l'amour. Mais c'était pas suffisant. C'est pour ça qu'on devait aller plus loin et évidemment s'intéresser à la question du récit, de la fiction, bref, de l'imagination à l'œuvre qui déclenche ce sentiment chez ces gens qui en manquent cruellement. Ce qui nous conduit, on l'a dit, à nous questionner sur cette procuration et sur les enjeux de la citation. Cet amour par procuration, en effet, par ces récits, pose problème dans la mesure où une fiction reste toujours une fiction. Encore une fois. Que cette fiction, on l'a dit, est toujours singulière. D'où les questions qui surgissaient ici. Aime-t-on vraiment lorsqu'on aime après en avoir entendu parler ? C'était de l'authenticité du sentiment amoureux, déclenché par le discours, le récit, qui nous permet de tomber amoureux, qu'il fallait évidemment interroger. La vérité du sentiment amoureux peut-il passer par cet intermédiaire ? Et dans ce cas-là, on pouvait aller encore plus loin, c'était pas nécessaire d'aller dans ce sens, mais on pouvait aller jusque-là. Finalement, si on tombe amoureux parce qu'on en a entendu parler, est-ce qu'on n'aime pas plutôt l'amour que la personne sur laquelle se porte notre amour ? C'était pas un axe obligé, mais il me semble que c'était important parce que vous pouviez l'exploiter avec les références de l'année. Notamment, on pense évidemment à Proust, à la recherche du temps perdu, et du rapport de Swann à Odette. Il est évident que Swann a construit l'objet Odette totalement, à tel point que lorsque la décristallisation s'opère, on voit à quel point c'est une femme non seulement banale, mais en plus vulgaire. On peut penser également à une référence qui était moins évidente, mais qui me semble extrêmement riche, celle de Gide dans Les Faux Monnayeurs, qui est un texte de 1925, dans lequel il dit « L'analyse psychologique a perdu pour moi tout intérêt du jour où je me suis avisé que l'homme éprouve ce qu'il imagine éprouver. » Déjà, si ça passe par la médiation de l'imagination d'autrui, vous voyez, on a un double détachement par rapport au réel. De là à penser qu'il s'imagine éprouver ce qu'il éprouve. Je le vois bien avec mon amour, entre aimer Laura et m'imaginer que je l'aime, entre m'imaginer que je l'aime moins et l'aimer moins, quel Dieu verrait la différence ? Dans le domaine des sentiments, c'est ça qui est important ici, le réel ne se distingue pas de l'imaginaire. Et s'il suffit d'imaginer qu'on aime pour aimer,
Ainsi suffit-il de se dire qu'on imagine aimer quand on aime, pour aussitôt aimer un peu moins, et même pour se détacher un peu de ce qu'on aime, ou pour en détacher quelques cristaux. Mais pour se dire cela, ne faut-il pas déjà aimer un peu moins? Ce que veut dire Gide ici, c'est qu'on ne sait pas ce qui est le point de départ de l'amour. Est-ce que c'est quelque chose de réel qui produit ensuite la dynamique de l'imaginaire, ou est-ce que c'est l'imagination qui fonde cet amour qu'on croit réel? Eh bien justement, on ne sait pas. C'est un peu le problème de l'œuf et la poule, si vous me pardonnez la vulgarité de la référence. Enfin, troisième référence, si j'aime parce que j'en ai entendu parler, donc ne suis-je pas plutôt amoureuse de l'amour que de celui que je crois aimer? Évidemment, il fallait faire une référence à saint Augustin, les Confessions, où il dit « Je n'aimais pas, j'étais amoureux de l'amour ». Bref, en somme, ce qui était essentiel ici était l'importance universelle à la fois du langage et de l'imagination, qui étaient évidemment deux concepts inséparables qu'il fallait traiter ensemble, et de considérer que si l'imagination d'un autre est à l'origine de ce qui me porte à aimer, on peut s'interroger sur le caractère véridique, sincère, authentique de cet amour. Ça, c'était, à mon avis, central. Alors, j'ajouterais aussi que dans le prolongement de cette idée de procuration du sentiment amoureux, on pouvait exploiter une autre dimension plus sociologique de la question. Voici de quoi il s'agit. Puisque chaque époque, chaque civilisation repose sur des valeurs qui imposent, ou du moins en tous les cas suggèrent fortement, des normes qui définissent le sentiment amoureux et l'amour, on pouvait se questionner sur la manière dont le discours de la société construit l'objet aimable, et donc aimé, et influe donc sur le sentiment amoureux et la forme qu'il prend. Donc là, c'était le discours de la société qui pouvait me permettre d'envisager la question du sentiment amoureux qui proviendrait finalement du discours extérieur à moi, qui est celui de la société. Et pour cela, on pouvait mobiliser Goethe. Pourquoi? Parce que la réception négative des souffrances du jeune Werther semble nous indiquer que c'est bien le cas. L'ouvrage a été très mal reçu. Pourquoi? Parce qu'il allait à l'encontre des valeurs bourgeoises et chrétiennes de la société de son époque. D'une part, avec l'adultère, puisque Charlotte est mariée à Albert, et d'autre part, parce que Werther se suicide. Or, bon, voilà, l'adultère et le suicide, ça faisait beaucoup pour le 19e siècle. Donc un amour fondé sur ces deux interdits ne pouvait qu'inspirer des sentiments déviants, nourrissant certes des fantasmes refoulés par la société, mais laquelle société entendait les laisser bien refoulés. Donc évidemment, il risquait d'inspirer et d'encourager certains à l'adultère et au suicide, ce qui était évidemment pas tout à fait une bonne idée. Voilà, et je vous remercie et j'espère le meilleur pour vous.